bonjour à toutes et tous. Je suis très heureuse d'être présente parmi vous. Alors oui, j'ai un rôle engagé et oui, l'entreprise pour laquelle je travaille, Soprasteria, a un rôle engagé et ça se voit puisque la nouvelle est toute fraîche et je dois vous dire que nous en sommes très fiers. Pour la 7e année consécutive, il y a 2 jours, on a appris que nous obtenions un score A octroyé par le CDP. Le CDP, c'est le Carbon Disclosure Project. C'est une ONG qui est indépendante, qui utilise une méthodologie d'analyse qui est très robuste, scientifique, basée elle-même sur le SBTI. Et derrière un score comme celui-là, il y a un véritable engagement. Il y a toute une équipe, il y a de l'investissement, il y a du temps pour entrer dans une trajectoire d'amélioration continue. On ne prétend pas être parfait. En revanche, on fait le pari de la transparence dans notre action pour se dire on peut être toujours meilleur. Pour autant, j'ai une conscience forte de travailler dans un secteur qui est polluant. Et ça me paraît important de dire la vérité là-dessus aussi pour l'objectiver. En fait, pour savoir où on veut aller dans le numérique, il faut savoir d'où on vient. Et le numérique, c'est pas un nuage éthéré, hein, comme des génies du marketing veulent nous le laisser croire. Le cloud, au-delà du mot, ce sont des serveurs qui sont accessibles sur Internet, sont des applications, des bases de données qui fonctionnent sur ces serveurs, qui sont eux-mêmes hébergés dans des centres de données. C'est du dur. La généalogie du numérique, son histoire, elle s'inscrit dans l'héritage des mines, de la métallurgie, du génie électrique, etc. Et donc tout ça sont des ressources et ça a un impact sur l'environnement. Un exemple anecdotique, mais que je trouve intéressant. Est-ce que vous savez d'où vient le mot bug ? On parle de bug informatique. Ça montre bien l'histoire matérielle de l'industrie du numérique parce que ce sont les lampes radio qui étaient présentes dans les premières machines électromécaniques qui dégageaient de la chaleur et donc attiraient des bugs, des insectes qui eux-mêmes créent des courts-circuits. C'est ça un bug. Donc ça nous rappelle la matérialité du numérique. Le bilan du secteur au niveau global aujourd'hui, il est d'à peu près 4% des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d'énergie. C'est 10% de la consommation d'électricité dans le monde, avec une part qui augmente et qui augmente très vite. C'est une industrie qui est intense en capital, qui fonctionne sur l'économie de l'innovation, c'est-à-dire une obsolescence rapide qui contraint un renouvellement tout aussi rapide des produits et des offres. Donc tout ce que je vous dis là, ça paraît quand même orthogonal au principe de frugalité et de sobriété. Voilà pour les enjeux, voilà le contexte dans lequel nous évoluons. Est-ce que ça signifie du coup qu'il n'y a rien à faire, le numérique est pollueur et il n'y a pas de numérique renouvelable comme il pourrait y avoir par exemple des énergies renouvelables ? Non, parce que sinon je ne serais pas là et vous non plus, j'imagine. L'atténuation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire former pour nos métiers, par exemple les développeurs, à l'éco-conception, by design, donc dès la conception des produits et des services numériques. Ça veut dire la sobriété des usages. Donc typiquement dans l'intelligence artificielle, on a l'impression que big is beautiful, c'est pas vrai. Pas besoin de montrer ses gros biscottos pour avoir des cas d'usage précis, utiles. Pas besoin de tourner sur des GPU ultra énergivores. On peut trouver des modèles aussi pré-entraînés en open source qui permettent de ne pas trop augmenter la consommation d'énergie. Donc, en fait, c'est une démarche et c'est une culture, la sobriété numérique. Alors, sur le volet adaptation, qui est vraiment contribuer à la création de nouvelles solutions, à l'émergence de solutions. Là, le numérique a aussi un rôle à jouer, qui est un rôle, je dirais, d'accélérateur. C'est la brique qu'on apporte pour accélérer les solutions, ne serait-ce que par la modélisation, par la compréhension. Vous l'avez sans doute lu ce matin, comme moi, Copernicus, l'agence européenne le dit, janvier 2024, mois le plus chaud dans l'histoire de l'humanité. Si on le sait, c'est grâce au numérique, donc il faut pouvoir évaluer scientifiquement
Et aujourd'hui, s'il y a un consensus scientifique sur l'anthropocène, le fait que c'est l'humain qui est à l'origine du réchauffement climatique, paradoxalement, c'est grâce au numérique. On sait que les enjeux sociaux sont importants pour vous. Est-ce que vous pouvez nous parler de la responsabilité sociale dans le numérique ? Une transition environnementale sans tenir compte des enjeux sociaux et sociétaux, elle est ratée. En France, on a un baromètre annuel du numérique produit par l'ARCEP qui nous a encore montré tout récemment qu'il y a une personne sur 10 qui déjà n'a pas accès au numérique et qu'il y a 35% des Français qui ont des difficultés, qui en rencontrent à un moment ou à un autre dans leur vie pour utiliser les technologies numériques. Peut-être vous dites, oui, mais moi je ne suis pas dans ces 35%, ben vous le serez un jour si vous ne l'avez pas encore été. Alors on pourrait disserter sur le rôle qu'a joué l'État dans cet état de fait. Il y a eu une dématérialisation rapide, très efficace, notamment par rapport à d'autres pays, des services publics. Simplement, je suis personnellement très critique sur la manière dont ça a été fait, parce que ça a été fait à marche forcée et sans accompagnement. Aujourd'hui, oui, il y a des tracteurs qui ont entouré la capitale, mais quand on se place du côté des agriculteurs et des habitants des zones rurales, ils ont vu la disparition des postes, des bars tabac, des petits commerces, et avec le numérique, des cabines téléphoniques, et puis la disparition des lignes fixes du fait de la fermeture du réseau cuivré. Maintenant, c'est la disparition des guichets bancaires, puisqu'on retire de moins en moins d'espèces. Et puis demain, c'est la dématérialisation de la carte d'identité. Tout ça, si ce n'est pas accompagné d'un renforcement des services publics et puis d'un accompagnement humain, ça peut créer beaucoup de colère, de frustration et de solitude. Donc vous allez me dire quel est le rôle de la responsabilité sociale des entreprises dans tout ça. D'abord, les entreprises, elles sont pourvoyeuses d'emplois. Un Soprasteria, il a plus de 30 implantations dans les territoires en France, sans compter les 33 pays dans lesquels il est présent dans le monde. L'entreprise crée des emplois et donc de la stabilité sociale. Mais ça va au-delà. Nous avons une fondation qui est très impliquée sur les enjeux d'inclusion numérique et donc qui a accompagné plus de 100 projets depuis ses 20 ans d'histoire. Je dirais que l'enjeu pour cette fondation d'entreprise, comme pour beaucoup d'autres, et je le constate aussi pour être passé par une association, c'est de réussir à travailler ensemble. C'est de réussir à mettre dans des projets communs et pas uniquement du dialogue des parties prenantes, les entreprises, les associations et les pouvoirs publics. Et c'est comme ça qu'on construit le véritable impact. Une dernière question très rapidement. Vous avez parlé des entreprises, de l'État, des pouvoirs publics, mais comme nous sommes au sommet de l'engagement, quelle est la place, selon vous, que doivent jouer les citoyens dans l'engagement environnemental et social ? Alors, pour ma part, lorsque je faisais de la politique, j'avais essayé de le mettre en œuvre, vraiment de manière un peu expérimentale, puisque la loi pour une république numérique qui a été adoptée à l'unanimité par les deux chambres du Parlement, elle avait été co-construite avec des citoyens en ligne à l'issue d'un processus long et très transparent. Et donc, ce pari fait en politique, il peut aussi être fait dans tout type d'organisation. Je pense que le numérique, c'est un objet très, très ambivalent. Il est à la fois collectif et intime. On a nos vies dans nos poches, dans notre smartphone. Il est à la fois outil d'émancipation extraordinaire. On le voit bien comme il fascine les enfants et les adolescents, mais il est aussi outil de servitude. Il est outil d'accès à la liberté, à l'éducation, mais il est outil de contrôle. Donc, au fond, ce n'est jamais neutre. Et donc, les citoyens ont un rôle à jouer pour ne pas subir, pour ne pas être des consommateurs passifs, mais pour comprendre l'utilisation des technologies, voire les choisir. Alors, je ne veux pas faire de la polémique facile en vous citant l'exemple des Amish, mais je vais quand même le faire. Il y a un livre très intéressant qui a été publié par une chercheuse américaine il n'y a pas longtemps du MIT, qui étudie le processus de décision sur l'appropriation des technologies chez les Amish.
C'est un processus écrit, il y a tout un protocole. Et ce qui explique qu'aujourd'hui, par exemple, les Amish ont décidé que le téléphone portable n'entrait pas dans les foyers, mais qu'il était accroché à la calèche, parce que ça pouvait être utile en déplacement. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut accrocher les téléphones portables aux calèches, mais qu'est-ce qu'on peut apprendre de cela? C'est ce souci de compréhension et d'interrogation sur l'impact social des technologies. Alors, c'est compliqué, vu les vitesses de déploiement. ChatGPT a attiré 1 million d'utilisateurs en 5 jours, 100 millions en 2 mois. Instagram, et déjà c'était un record à l'époque, pour les mêmes chiffres, ça avait pris 2 ans et demi. Donc vous voyez à quel point la vitesse d'appropriation s'accélère. Pour autant, je pense que la création des conditions d'intelligence collective est une condition sine qua non de l'accompagnement de la transition dont je vous parlais. Pourquoi? Et pourquoi notamment à l'heure de l'intelligence artificielle, et j'en terminerai là, parce qu'au fond, l'intelligence artificielle, c'est potentiellement l'ère du faux. On entre dans l'ère du faux. Les faux livres, les fausses postures pornographiques qui font qu'une star américaine est portée au nu ou à l'inverse dénoncée, les faux emails qui permettent les cyberattaques, les fausses informations qui permettent les fake news, qui nous inquiètent beaucoup pour les prochaines élections en Europe. Et donc la capacité de discernement dans l'ère du faux, qui est profondément humaine, qui fait référence à l'intellect, à la raison, à la morale et à l'éthique, elle doit être plus encore développée. Ça passe par quoi? Ça passe par l'éducation, par la formation et par l'engagement citoyen. Donc finalement, moi je ne suis pas inquiète sur l'IA va-t-il tuer l'être? Non, pas du tout. L'IA est une occasion d'affirmer la puissance de la conscience, justement, parce que dans un monde d'IA, nous avons besoin de discernement. Merci Axelle Lemaire.